Voilà, il faut casser. Voilà, alors, merci. Je crois que les différentes interventions ont déjà magistralement bien campé le sujet et on a eu des éléments qui renvoient véritablement à la vie du général Abdoulaye Soumaré. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi avoir écrit sur la biographie ou sur le parcours ou sur un pan de l'histoire du général Soumaré? En réalité, comme certains doyens le savent ici, à qui d'ailleurs je demande la permission de prendre la parole, j'aurais dû commencer par là, merci doyen, écrire c'est se regarder, c'est s'évaluer, c'est se projeter également. C'est peut-être aussi une façon de régler, Mao l'aurait dit, une contradiction principale, qui est la vie, les enseignements de la vie. Alors, je me suis proposé de prendre comme sujet le général Soumaré, en hommage au travail qu'il a fait, mais également en hommage à la maréchale, puisque le professeur Diallo me dit, on ne dit pas la générale, on dit la maréchale. Alors, en hommage à la maréchale, son épouse, ma maman, sa veuve, qui a quand même donné le meilleur pour notre éducation, parce que nous ne l'avons pas connue. Nous sommes 6 bouts de bois de Dieu dans la famille, et à sa disparition, le plus âgé qui était ma grande sœur, elle avait quoi, 10 ans, moi j'avais 6 ans. Donc on ne l'a pas tellement connue. Moi-même qui vous parle, je ne l'ai pas tellement connue, c'est au travers des récits, etc. Alors, pour essayer de brosser un peu son parcours, je vais vous proposer très rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de refaire le livre, de vous parler de la période de l'entre-colonial, ensuite de son engagement au sein de l'armée, quelques lignes sur la Fédération du Mali et ensuite sur la création de l'armée malienne. Alors, on ne va pas réécrire le livre, on ne va pas tenter de réécrire l'histoire, on va essayer d'être à la mesure de ce que nous savons. Alors, le général Soumaré est naquit le 12 janvier 1905 dans une ville qu'on appelle Saint-Louis. Donc, c'est les 4 communes. Alors, comme vous le savez, le 4 avril 1792, les communes de Saint-Louis, Rufisque, Dakar et Gorée, dès que tu nais là, tu deviens français. Autrement dit, c'est une colonie de peuplement, Saint-Louis, il y a des Occidentaux, des Français, il y a des métis, mais il y a également des indigènes nés là qui obtiennent la nationalité française. Alors, son grand-père venait, lui, de Gumbu, ensuite Ségala en Bidédi, et en bon solinké, c'est un commerçant. En réalité, ses origines, c'est bien Ségala en Bidédi. Il faisait, comme vous le savez, le commerce de gomme. Dans le livre, je parle de la manière dont l'accumulation primitive du capital, chère à Karl Marx dans son livre Le Capital numéro 3, chère à Karl Marx, l'accumulation primitive du capital, pourquoi on ne l'a pas eu? Alors, il est donc allé à Saint-Louis, il a marié une gourmette de Marie Parsi, et il a eu un garçon qu'il a appelé Aboubacar Soumaré, qui est le père du général Soumaré. Alors, Aboubacar étant né à Saint-Louis, automatiquement, lorsqu'on a cassé les liens commerciaux entre la ville de Caille, de Ségala et puis Saint-Louis, avec la venue maintenant des Libano-Syriens, lorsqu'on a cassé ce lien-là, parce que les Libano-Syriens, ils viennent à 2 vagues. Hein. La première vague, c'est 1886, et la dernière vague, c'est 1925, suite aux accords de la Première Guerre, le mandat de 1920, le mandat de la Société des Nations. Donc, il y a 2 vagues. Alors, c'est dans la première vague déjà que l'accumulation primitive du capital a été cassée. On aurait pu avoir des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui allaient faire véritablement une révolution industrielle ici, puisqu'ils auraient accumulé du capital. Bon, bref. Alors, donc, étant né là, automatiquement, on l'a mis à l'école des fils des chefs et des otages.
des interprètes. Hein. Il ne pouvait plus retourner à ces gars-là, il est français, bon voilà. Donc il est resté là, il a grandi, il a été commandant de cercle, après il a eu des problèmes un peu à Bakel parce qu'il avait des liens avec la mine Dramé, parce que comme vous le savez, la mine Dramé de 1886 a été décapitée. Hein, parce que c'est la période où l'Angleterre dit à la France, bon maintenant, l'Allemagne dit à la France, c'est Otto Bismarck hein, qui dit à la France, bon maintenant, ne vous cassez plus la tête, on a pris Sedan, on vous a massacré en 1871, maintenant l'Europe, oubliez, allez voir les nègres. Alors c'est comme ça que la pénétration coloniale, qui faisait des accords avec nos chefs, le capitaine Gallieni, par exemple, a signé beaucoup d'accords avec le fils de Cheikh Oumar Tall. Hein, mais à partir de ce moment-là, il y a eu un retournement de situation. Ce n'est pas seulement le partage de Berlin, hein, c'est vraiment une stratégie qui a été mise en place. Et automatiquement, la colonisation est devenue beaucoup plus féroce. Là. On ne négocie pas, on domine. Alors, donc, lui, il a donc le général Abdoulaye est né donc à Saint-Louis, a grandi là, a fait l'école coranique, est rentré dans l'armée. Et les causes qui poussent à rentrer dans l'armée, en tous les cas, sont assez contradictoires. Hein. C'est pas très scientifique parce que c'est des discussions avec la maman, avec un grand-père, avec un truc. Mais il n'a pas laissé de documents pour expliquer pourquoi il est rentré dans l'armée. Mais une chose est certaine, c'est que l'histoire de Mamadou Racine Sy, qui était copain, ami au commandant Aboubakar Soumaré, qui n'a pas fait l'école des fils de chef, puisqu'il est né à Podor, donc il n'est pas français, mais ils avaient des rapports, parce que Soumaré, le commandant Soumaré a été commandant de cercle à Podor aussi, dans la ville où Mamadou Racine Sy est né. Et celui-là, c'est le premier officier noir indigène de l'armée française. Hein? Vous savez, le 19 octobre 1883, Jules Ferry, président de la Troisième République, fait de ce monsieur le premier capitaine de l'armée française. Hein? Et il est indigène. Et en plus, il n'est pas né à Saint-Louis. Alors ça, c'est pourquoi, service rendu. Hein? C'est lui qui va accompagner le colonel Trintignant, c'est lui qui va véritablement faire parler pour qu'on expulse Samori Touré après 98 au Gabon, etc. Donc, pour service rendu. Donc, de façon exceptionnelle, ça aussi, il faut le savoir, cette jurisprudence, cette nomination, d'ailleurs, va expliquer que lors de notre indépendance, la plupart de nos officiers qui sont sortis de l'armée française sont sortis avec le grade de capitaine. Hein, ça provient de là. Mais le premier officier, déjà, qui était dans la ville de Saint-Louis, qui était le lieutenant Mardiop, est mort beaucoup plus tôt. Donc, le général, probablement, d'après ce que certains de mes oncles m'ont dit, il avait une admiration de voir ce bonhomme-là, avec des galons de capitaine, venir visiter son paternel. Et ça, c'est une des raisons, semble-t-il, mais ce n'est pas encore très scientifique, c'est la tradition orale qui l'aurait poussé à rentrer dans l'armée. Alors, il rentre dans l'armée le 24 septembre 1925. Alors, moi, je retiens le 24 septembre, c'est ma date de naissance. Donc, il rentre dans l'armée le 24 septembre 1925, il rencontre d'autres camarades là-bas. En 1926, il y en a d'autres qui sont rentrés dans l'armée. Hein. Je pense au papa de Mohamed Issa, par exemple. Hein. Ils ont même été dans la même compagnie. Hein. Il y avait des compagnies où ils pouvaient faire du commandement. Hein. Alors donc, il rentre dans l'armée à cet âge-là. Et en 1931, il fait l'école de Saint-Mexan, qui n'existe plus, qui est une école d'officiers actifs, hein, qui était en France, qui n'existe plus. Et il sort de là. Alors c'est là maintenant que Magassa vous parle de son périple à l'Office du Niger, qui va être sa première fonction à l'Office du Niger. Alors il est lieutenant à partir du 11 janvier 1937 et il quitte, comme il a dit, le 2 septembre 1938, l'Office du Niger, qui s'appelait Société des Travaux Intérimaires du Niger. Hein, d'irrigation du Niger. Et il quitte ce coin-là, où il avait véritablement son premier contact avec la terre du Soudan. Hein, et il a eu cette chance-là que son papa n'a pas eu. Et là, effectivement, il y a eu beaucoup de comportements. Alors, était-il là, parce que dans la stratégie de l'armée française aussi,
On pouvait prendre aussi en évolué là, un gars qui est né des 4 communes pour les mettre là et pour pouvoir parlementer, calmer les choses. Est-ce que c'était une stratégie du pouvoir colonial ou est-ce que véritablement c'est par des actions de critique et de lutte qu'il a eu à mener ce que Magassa vient de vous indiquer. En tous les cas, le président Modibo Keïta, lors de la conférence des cadres du 20 octobre 1961 à Bamako, il a exprimé clairement le sacrifice que le général Soumaré a eu à faire jusqu'à mettre en péril peut-être même sa carrière de jeune officier militaire, de jeune lieutenant. Alors moi, je rapporte un peu les propos du président Modibo Keïta dans le livre à ce sujet-là. Alors, que symbolisait-il maintenant? Je vous ferai un peu l'économie de tous ces parcours entre le Niger, Kati, Bamako, Paris, le Vietnam, etc. Alors, qu'est-ce qui symbolisait? Le général Soumaré a eu cette chance, ou alors cette malchance, ça dépend de où est-ce qu'on se place. Le 11 janvier 1946, il devient commandant. Et automatiquement, il a la chance d'être dans le cabinet de Moutet. Et dans ce cabinet-là, on préparait déjà la guerre d'Indochine. C'est contre les Japonais. Parce qu'il a fait la campagne d'Indochine, mais contre le Japon. Donc, c'est la première campagne d'Indochine. Il y aura une autre campagne où il y a plusieurs officiers maliens qui sont passés, à Dien Benfou, etc., qui sont passés dans Faga, etc. Et lui, il a fait cette première campagne et il a eu déjà, avec Farhad Abbas, le soupçon de la répression, on peut le dire comme ça, qui était menée au niveau des contrées qui indiquaient quelques résistances à l'ordre colonial, à l'ordre du gouverneur colonial. Souvent, les autorités coloniales étaient très zélées. Je ne vous ferai pas tous les récits qu'il a eu à affronter à ce sujet-là. Les populations ont souffert de ce genre de choses. Alors, à ce niveau-là, au niveau du Japon, il a vu la similitude du pouvoir de la Paxa Colonia entre l'Indochine et puis l'Afrique. Donc, je crois que une des leçons qu'on doit retenir de ces anciens combattants, de ces militaires de la première heure de notre armée, c'est qu'ils avaient, contrairement à certains turiféraires de l'Union soudanaise RDA avaient vis-à-vis de certains d'entre eux, ils avaient la notion de la lutte nationaliste. Parce qu'ils connaissaient ce que c'est que des vexations, des privations, des humiliations, ils le savaient. Et quelle que soit la prégnance de leur commandement, quel que soit l'engagement militaire qu'ils avaient, c'était quelque chose qui, souvent, n'était pas rétribué à bon escient. Alors, dans le livre, j'essaye d'en parler très rapidement. Là, je ne veux pas trop vous monopoliser sur ce plan-là. Et je crois que c'est avec ça qui vient au niveau de la Fédération du Mali. La Fédération du Mali, qui commence du 14 au 17 janvier, il y a le sommet qui se fait à Dakar en 1959. Lui, déjà, il est secrétaire général des anciens combattants de l'Afrique occidentale française et du Togo. Il avait déjà parcouru un peu tout l'AOF. L'AOF est créé le 13 juin 1895. Et il avait cette vision-là d'une Afrique unie, au-delà des frontières. C'est de la charte de l'OUA, le 18 octobre 1904. On a la charte qui dit que tout Sénégalais, Ivoirien, Burkinabé, Voltaïque, que tu sois au Sénégal, partout, tu es chez toi. Cette conception-là, la plupart de nos officiers aussi l'avaient, et lui particulièrement, il l'avait, dans la mesure où il a passé plus son temps dans l'exercice du commandement en dehors de son lieu de naissance qu'à l'extérieur. Le général Soumaré a passé la grande partie de sa carrière militaire au Soudan. Il a commencé par l'office du Niger, il est parti en Indochine, il est revenu, il a passé maintenant sa vie à Kati, à la division militaire numéro 3, il était là, du grade de capitaine, donc ça veut dire de 1942, c'est le grade où il devient capitaine, jusqu'au grade de commandant.
hein, de chef de bataillon, donc il était à Kati. Donc c'est quelqu'un qui a fréquenté un peu avec Raymond Barbe, et il rencontre Ousmane Ba, qui a rencontré un peu les groupes d'études communistes. Mais ça, on le dit doucement, hein, on ne le dit pas trop fort, parce qu'un militaire qui rencontre... Alors, donc c'est pour vous montrer qu'ils avaient pas seulement une vision militariste, mais ils avaient une conception politique. À Paris, par exemple, ils fréquentaient les africanistes, et David Diop, etc. Garant Kouyaté, qui était un de ses grands responsables, qui était presque son grand frère et qu'il avait presque accueilli. Donc, il y avait cette conception-là. Et lors de la création de l'armée malienne, hein, vous savez, donc l'armée malienne a été créée le 1er octobre 1960 avec comme chef d'état-major le capitaine Sékou Traoré, qui est capitaine depuis 1955. Voyez-vous, à partir de ces années-là, ils sont tous capitaines. Hein. Bon, il y a Pinana qui a fait appel aux gens, qui a fait appel d'ailleurs à Sékou Traoré de Madagascar avec Kélétigui, qui est le plus ancien des capitaines. Hein. Il est capitaine en 1950. Pinana est capitaine en 1953. Hein. Mohamed Ould Issa est capitaine en 1952. Alors, donc, vous voyez, donc, ils vont tous finir avec ce grade-là, alors qu'ils méritaient plus que ce grade. Mais, voilà, ils méritaient plus que ça. Parce que, vu leur parcours, ils ont fait l'Indochine, bon, ils ont fait un peu de commandement, le plus simple, et également, ils avaient le contact avec la troupe. Mais, malheureusement, au sein de l'armée française, comme je vous dis, le grade pour s'arrêter à ce niveau-là. Et même pour les officiers des 4 communes. Bon, vous avez par exemple Madane ici, qui était commandant, qui est le premier commandant de l'armée noire, en 1934, Madame Bassi, hein, qui est le fils à... Non, Madame Bassi, c'est le papa. Lui, c'est Abdelkader Madame Bassi. Madame Bassi, c'est le Sansanding, chez vous là, professeur. C'est le doyen de Sansanding, le responsable de Sansanding. Un collaborateur comme Mamadou Rassidsi. Ils ont été ensemble dans le commandement, aux côtés de Trintignant, etc., aux côtés de... Et ils ont... bon, donc bref. Alors, donc voilà, ce monsieur-là a eu son grade de commandant en 1934 et c'était le premier officier supérieur africain de l'armée française en Afrique occidentale. Et pourquoi? Parce qu'il est né à Saint-Louis. Son père également est né à Saint-Louis. Donc, et il a fait l'école des fils des otages, son papa, mais lui, il a fait l'école militaire en Algérie. Hein? Bon. Alors, donc, c'est pour ce livre, c'était également une manière de dire saluer le parcours de nos doyens, de nos capitaines, de tous ces doyens qui sont venus dans l'armée malienne et qui avaient le choix de ne pas y venir parce que c'était un sacrifice. Vous savez, ma maman, que Dieu ait pitié de son âme, me racontait que à l'éclatement de pendant les événements qui allaient précéder l'éclatement de la Fédération du Mali, dans la matinée du 19 août 1960, tiens ça je m'adresse à Daouda Tekete s'il est là, dans la matinée du 19 août 1960, hein, il me dit dans la matinée, eh ben, l'admiral Bonchardier est venu à la maison, il a eu un entretien avec ton papa. Hein, bon, j'étais pas là, mais lorsque l'admiral est parti, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a fait comprendre, bon, écoute, ils m'ont demandé d'oublier de répondre à la convocation de Modibo Keïta, qui avait convoqué un conseil des ministres extraordinaire le 19 août 1960, hein, parce qu'il y avait des déclarations de sécession depuis le 17 et le 18 août 1960 faites par Mamadou Dia. Et le 17 août d'ailleurs, il y a eu un fax qui est venu de Michel Debré pour demander à l'armée française vraiment d'être le plus neutre possible, parce qu'on avait les accords le 22 juin 1960 qui disaient qu'à chaque fois qu'il y a un casus belli pour la Fédération du Mali, Modibo, chef du gouvernement fédéral et non président de la République, il n'est pas encore, il n'est pas président. Alors, chef du gouvernement fédéral avait la possibilité de demander de l'aide à l'armée française, histoire de maintenir de l'ordre. Bon, malheureusement, Étienne de Bois-Lambert,
un gros monsieur de Dakar, le bombardement de Dakar. Je ne sais pas si vous avez lu des écrits sur le bombardement de Dakar. Vous verrez c'est quel genre d'individu c'était, qu'il deviendra d'ailleurs le premier ambassadeur de la France au Sénégal le 13 septembre 1960. Donc voilà à peu près. Et lui, il lui demandait carrément de ne pas répondre à la convocation. Et en retour, on lui donnera un bon bonbon, ça veut dire quoi, le galon de général de brigade. Ce que Modibo va faire le 29 décembre 1960. Alors, elle m'expliquait le parallèle qu'il y avait entre la nomination de Modibo Keïta au grade de général pour le colonel Abdoulaye Soumaré et la possibilité qu'il avait, peut-être que ça se serait fait, peut-être que ça ne se serait pas fait, alors on n'insiste pas trop dessus, de façon, dans le livre je l'écris de façon interrogative, j'aime bien ma maman, mais c'est des sources historiques, papa n'a pas écrit de livre, de trucs, mais j'ai des soupçons qui me poussent à penser que c'est vrai parce que c'était vraisemblable. Alors, donc voilà, donc la nomination de Modibo peut s'expliquer de cette façon, parce que c'était une manière de narguer un peu ceux qui lui avaient fait ce genre de proposition. Alors maintenant, je terminerai maintenant sans évoquer un peu la création de notre armée. Je disais tantôt que c'était le 1er octobre 1960, c'est très important qu'on puisse rappeler ça et qu'on dise également dans quelles circonstances. Vous savez que dès le 20 septembre 1960, Modibo Keïta avait convoqué le consul général de France avec le général Charles Simon ici et également Marcel Auriol, qui n'a rien à voir avec Vincent Auriol. Papa d'ailleurs aura un contact avec lui et c'est là d'ailleurs qu'il va donner l'étoile du Bénin à un certain Mohamed, un lieutenant Mohamed Ould Issa. Bon, bref, mais là, Marcel Auriol, c'est lui qui représentait la gendarmerie ici. Et le général de brigade, Claude Charles, c'était lui le grand patron ici de l'armée. Et Modibo les a convoqués pour leur demander de préparer à évacuer les bases de Nyono, de Caille, de Tombouctou, tout ça, et de les faire rapatrier au niveau de Kati. Et ça, le deadline, c'était le 1er octobre 1960. Pourquoi? Parce qu'au sein du parti de l'Union soudanaise RDA, c'est pour ça que l'armée malienne, quand même, a une origine du parti. Il y avait ce qu'on appelle une cellule qui était là, dirigée par Gabou Diawara, un jeune, et qui criait d'ailleurs lors de l'indépendance du Mali, le 22 septembre, Gabou Diawara, représentant des jeunes, Awa Keïta, représentant des dames, et puis notre ami Mamadou Famadi Sissoko, secrétaire général de l'Union soudanaise des travailleurs, et non de l'UNTM, hein, ça vient après. On est indépendant, cette réunion s'est faite le matin. Hein, c'est à partir de 19h qu'il va y avoir la proclamation de l'indépendance du Mali. Donc il ne faut jamais oublier. Donc là, le monsieur, il parle au nom toujours des syndicats du Soudan. Et également, votre grand camarade Sané Moussa Diallo, qui est le pharmacien, qui était le dirigeant du PAI Mali, PAI qui a été créé le 13 septembre 1957 à Thiès. Donc, et puis les anciens combattants avec le doyen Daouda Traoré. Alors, tous ces gens-là avaient demandé la création d'une armée malienne et surtout le départ de toutes les forces étrangères stationnées au Mali. Donc voilà un peu dans quelle dynamique il s'est mobilisé. Et dans ce cadre, il est venu d'abord comme assistant technique le 23 décembre 1960 à Bamako. Et ensuite, il a très vite oublié qu'il était assistant technique, puisque c'était le pacte qu'il y avait entre Modibo lors de son unique et dernier voyage en France. Il le fait le 2 septembre 1960. Il est avec Seydou Badian, Ousmane Ba, Mamadou Av, tout ça. Il rencontre le général Charles de Gaulle. Hein, c'est la dernière fois où il met ses pieds en France. Et là, dans les discussions, le général Soumaré est toujours détenu à Dakar, puisque lors de l'éclatement,
le 20 août 1960, Bolibo et tous les autres membres du bureau politique, les députés fédéraux, etc., sont expulsés vers Bamako. Mais le général Soumaré est arrêté le 19 août 1960 à 20 h et il est libéré que le 5 septembre 1960. Pourquoi? Parce que c'est le 5 septembre 1960 que la proclamation de l'indépendance du Sénégal est faite. On est dans un régime parlementaire, donc c'est le Parlement qui a proclamé ça. Et c'est à cette même date que Soumaré est expulsé vers la France en tant qu'officier français. Donc il n'a pas eu le temps d'avoir la nationalité sénégalaise. Hein? Bon, ceci dit en passant. Alors donc voilà, donc c'est dans cet esprit-là que ce monsieur a pensé un peu le Mali avec des officiers avec qui il a eu à travailler, il a mis en place des structures et j'avoue qu'il avait un faible pour les jeunes qui venaient de commencer, Dibi Silas Diarra par exemple. Ça, on ne peut pas le cacher, puisque ça, j'ai des preuves, maman m'en parle à longueur de journée. D'ailleurs, il y a même un qui s'appelle Ablaye Dibi Silas Diarra, qui n'est pas dans la salle. Hein? Ablaye Soumaré Diarra, il n'est pas dans la salle, mais donc il y avait des liens avec cette tranche de jeunes officiers, avec les Malik Diallo, Demba Diallo, Amara Danfada, qui vient du Sénégal en même temps, qui est né à Diourbel. D'ailleurs, le colonel Sékou Traoré, il est né au Congo, il est né en 1911 au Congo. Le papa de Boubacar, de Djonkunda, Boubacar Traoré, il est né en 1913. Il est né où? Au Tchad ou à Mao. C'est pas Mao, Mamadou Mao Makalou. Hein. C'est une ville le camp s'appelait Mao. Hein. Et moi, je me souviens, puisque j'ai eu le grand privilège d'être son conseiller diplomatique, lorsqu'on a été au Tchad pour remercier un peu les Tchadiens, là, etc., et il a rencontré des parents à lui. Hein, une grande famille, et qui sont même d'ailleurs venus lui rendre visite ici à Bamako. Donc c'est pour vous dire que cette armée, puisque c'était des enfants de tirailleurs, et qui exerçaient dans toute l'Afrique occidentale, dans toute l'Afrique même, parce que là c'est un peu l'Afrique centrale, et qui ne se posaient pas des questions de savoir si je suis malien, soudanais, guinéen, non. Ils avaient une autre conception, une autre mentalité. Et je crois que la manière dont la balkanisation a commencé avec le 23 juin 1956 avec la loi 4, ça a été un massacre. La preuve, c'est que lorsqu'on crée notre premier gouvernement ici du Soudan le 23 mai 1957 avec Jean-Marie comme vice-président, on avait clairement cette impression. Hein, les Soudanais avaient une vision extrêmement avancée. D'abord, le territoire est très vaste, et ensuite, ils n'oublient pas dans leur subconscient que le Soudan a été charcuté. Ça a été charcuté complètement, et plusieurs fois, et à plusieurs endroits. Donc voilà, en tous les cas, je vais pas, je risque d'être un peu trop long, et en tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, et je remercie également mon éditeur, et ma maman et mon épouse, parce que j'avoue que je travaille beaucoup avec elle pour les recherches de documents. Bon, mon épouse, elle n'est pas là, mais elle se prépare pour aller à la Mecque. Et je vous demande de prier pour elle, pour que son pèlerinage se passe dans de bonnes conditions. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Aucune surprise de la part de Soumaré qui termine son discours sans parler de sa femme. Les Doucourés aussi sont là, les Patrices sont là. On a senti un parcours, c'est vraiment un vrai parcours, comme M. Sawadé. C'est un vrai parcours. On a eu beaucoup de temps. Donc, merci beaucoup, M. Soumaré. D'écrire en parler là. On a eu beaucoup d'éclaircissements. Des questions vous seront posées. Préparez-vous à des questions. Mais il y a le ministre qui est là, il y a toi. Et puis il y a le général aussi qui. Ah, comme un bon général. On va continuer. On va continuer. Merci à tout le monde. M. Makalou, merci pour votre présence. Bien que vous soyez. Au micro. Ah, le micro. Bon, attends. D'accord. Donc, on a dit merci à M. Makalou. Vraiment,
il parle beaucoup des financiers qui connaissent l'argent. On ne parle que d'argent, on n'aime que l'argent. Donc c'est ça. Bien, à ma disposition, d'accord. 1 minute 30. Pas donner un peu. Ah, d'accord. Oui, 1 minute 30, pas plus. Ouais, non, Élèves officiers, la première La cabine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la cabine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La cabine est... Voilà. On va donner la possibilité à la cabine de nous faire passer la voix du général. Parce qu'on est en train de parler du général. Beaucoup ont entendu parler du général Soumaré. Ils ne l'ont pas vu. Mais au moins, on veut faire renaître sa voix pour que les gens sachent que le général était là et c'est lui qui a donné le ton pour l'armée. À chaque fois qu'il y a des nominations, il y a des sorties au niveau de l'armée, c'est le général qui intervient. Donc on va donner sa voix pour que les gens sachent que c'est le général. On y va, la cabine. Face au drapeau emblème de la patrie malienne, face aux chefs de l'État, aux membres du bureau politique national, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, vous faites le serment solennel de servir la patrie malienne avec honneur et fidélité, de faire respecter en toutes circonstances la Constitution malienne, de garantir en toutes circonstances l'intégrité du territoire national et de maintenir l'ordre à l'intérieur.